Bonjour et bienvenue à tous et bienvenue dans À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Donc aujourd'hui nous allons parler de désertification médicale. C'est un mot difficile à prononcer mais malheureusement qui est présent dans de nombreuses régions de France. Et pour illustrer quelques chiffres, de la région sud qui compte un peu plus de 5500 médecins généralistes, certes, mais qui voit ce chiffre diminuer depuis 2010 de plus de 7,6%. Donc comment lutter contre la désertification médicale, ça va être l'enjeu de ce débat et de cette émission. Alors quelques chiffres, je prends mes fiches également. La région sud bénéficie de 63 maisons régionales de santé labellisées, 40 bourses de stage pour les internes, nous allons en parler, 11 installations de médecins généralistes aidés financièrement et plus d'une dizaine de projets de e-santé. Ça fera l'objet aussi d'un débat. Tout ça pour lutter contre la désertification médicale. Pour nous illustrer cette émission, des invités. Je commencerai par vous, professeur Georges Leonetti, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Donc, vice-président de la région Sud et en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Bonjour. Bonjour. Le docteur Laurent Sacomano, président de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux. Vous représentez les médecins libéraux à cette table et vous allez nous dire un petit peu quelle est votre action pour lutter contre la désertification. Le professeur Gaëtan Gentil, qui est médecin généraliste et directeur du département universitaire de médecine générale. Et enfin, je ne suis pas très galant, je finis par vous, le docteur Mélanie Santis, qui est médecin généraliste et qui nous fera part de son expérience d'installation. Alors, avant de voir le premier reportage, une question, professeur Leonetti. Désertification, oui. Que fait la région à défaut de que fait la police ? Alors la région s'intéresse à la problématique de la désertification médicale, plus exactement, s'intéresse à la problématique de l'accès de nos concitoyens aux médecins et aux professionnels de santé. Et dans le cadre d'une politique volontariste, donc qui n'est pas forcément dans les missions données par la loi à la région, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, et notamment le principal, vous le rappeliez, c'est la mise en place et l'aide pour la création de ces maisons régionales de santé. C'est une action que la région mène en étroite collaboration avec l'Agence régionale de santé et qui permet sur l'ensemble du territoire, au travers des 63, bientôt 65, et on espère au cours de l'année 2020, des 75 maisons régionales de santé qui permettront de répondre à cette demande de la population. Nous avons d'ailleurs sur le plateau tous les acteurs pour lutter contre la désertification, la région, les médecins généralistes, les médecins libéraux et puis les médecins qui ont de l'expérience. Donc nous allons, pour illustrer toutes les aides qu'on peut apporter à cette désertification, visionner un reportage d'un village dont le maire a bien des difficultés à trouver son médecin. L'élément déclencheur pour la construction de cette maison de santé, ça a été la désertification médicale qui s'est annoncée sur notre commune, puisque un des médecins a cherché pendant près d'une année un remplaçant qu'il n'a pas trouvé. Donc il est venu nous voir tout simplement en nous disant « Écoutez, je n'arrive pas à trouver de solution ». La plupart du temps, les médecins me demandent de s'installer dans une maison de santé. Donc, on a réuni pour ce faire l'ensemble des professionnels de santé, en leur disant « Est-ce que effectivement, sur notre commune, la désertification médicale s'annonce. Ils nous ont dit oui. Cette maison de santé nous a permis finalement de renforcer l'offre de soins sur la commune. Donc non seulement nous étions en désertification, donc on avait un médecin en moins, mais à l'heure actuelle, c'est l'inverse. Donc on a un podologue qui s'est installé, on a un orthophoniste, on a des cabinets nomades avec des spécialistes, on a un urologue qui vient, on a un cancérologue, on a des dentistes, voilà, la liste est longue et s'agrandit de plus en plus. Rester dans son village, c'est un souhait, mais quelquefois on est obligé de partir parce qu'on manque justement d'offres de soins. Là, l'offre de soins leur permet de rester dans leur village. À l'heure actuelle, on a des personnes qui vont voir 2 voire 3 professionnels de santé dans la matinée. Kinésithérapie. Je vous propose de vous fixer un rendez-vous le même jour avec les coordonnées du docteur. Vous m'appelez ? Moi, à la maison de la santé, je vais voir mon médecin généraliste, forcément, déjà la première personne. Bien sûr, la pharmacie qui est associée. Aujourd'hui, podologue.
On peut faire des radios et des échographies, donc plus besoin de descendre à l'hôpital de Grasse ou ailleurs, quoi. Les professionnels de santé maintenant viennent s'installer parce qu'ils trouvent aussi un confort dans la pratique ici sur place. Les maisons médicales, c'est un gros plus pour les patients pour l'accès à une offre de soins qui est plus large, mais c'est aussi un gros plus pour les médecins qui peuvent travailler en équipe et qui peuvent développer des projets qu'ils n'auraient pas eu le temps de développer en travaillant seuls dans un cabinet médical. On croise plus de gens, du coup, plus de connaissances. Voilà, donc ça a vraiment changé, oui, je dirais, la dynamique. Nous avons pu voir au travers de ce reportage les difficultés d'une mairie pour organiser le service médical. Donc, comment la région intervient dans ce type de centre de santé? Alors, la région intervient justement pour répondre à des demandes de ce type dont on voit bien qu'elles sont assez typiques, en ce sens que c'est bien un projet qui émane de professionnels de santé qui vont voir le maire pour arriver à structurer et à organiser une maison de santé, et que c'est le premier message à faire passer, à mon avis, notamment auprès des élus locaux, c'est que sans projet de professionnels de santé, il n'y a pas de maison de santé qui soit viable. Et à partir de ce moment-là, la région intervient pour faciliter un certain nombre de démarches, pour financer un certain nombre de projets et de réalisations, mais en sachant, et je le répète parce que c'est très important, qu'à la base, c'est les professionnels de santé qui sont la locomotive. Justement, je me tourne vers vous, docteur Santis. Parlez-nous de votre expérience. On a vu ce village, je crois que vous êtes à Saint-Martin-de-Crau. Quelle est votre histoire? Comment en êtes-vous arrivé là? En effet, j'ai fait mes études aux alentours, sur Marseille, et donc j'ai notamment été sur les urgences d'Arles qui m'ont fait connaître un peu les villes autour de Arles, et notamment Saint-Martin-de-Crau, qui était au départ un petit village où il manquait de plus en plus de médecins généralistes. Ce qui m'a donné l'envie, en gros, de m'installer là-bas. Je suis en effet allée voir la mairie pour leur expliquer ce que je voulais faire après, et notamment créer cette maison de santé, pour permettre à nous, jeunes médecins généralistes, d'avoir à la fois une qualité de vie et à la fois répondre à la demande des patients qui ne trouvaient et qui ne trouvent toujours pas de médecins généralistes. D'accord. Donc on parlera un peu plus tard des internes, on parlera des médecins libéraux, mais ces jeunes médecins qui veulent s'installer, quel est leur idéal d'installation? Ils veulent être en groupe, ils veulent pouvoir faire une maison médicale pour pouvoir avoir aussi du temps de libre. Quelle est l'idée en fait? C'est tout à fait ça. C'est oui. permettre à la population d'avoir un accès convenable, donc avoir des horaires d'ouverture assez convenables pour répondre à la population, et tout en nous, jeunes médecins généralistes, pouvant travailler en équipe, travailler à plusieurs, puisque nous ne pouvons plus travailler seuls, et permettre avec cela d'avoir une qualité de vie, de travailler un peu moins, tout en répondant aux questions de la population, aux besoins de la population. Très bien, donc si on retourne un petit peu en arrière, je me retourne vers vous. On a parlé des internes, donc avant de réfléchir à s'installer, finalement, la désertification médicale, elle est due à quoi? Pourquoi les jeunes internes n'ont pas forcément envie de partir loin des zones urbaines? Je pense que le docteur Mélanie Santis a déjà répondu en partie à ce que nous avons compris, c'est que c'est un problème sociétal. Aujourd'hui, il y a un problème dans la conception pratique de l'activité. Les jeunes ne veulent plus travailler seuls, ils veulent travailler en groupe, en pluriprofessionnel, donc les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, et plus tard, ce sera les communautés professionnelles territoriales de santé qu'on appelle les CPTS. Et derrière tout ça, il y a aussi la qualité de vie, c'est-à-dire qu'ils veulent une attractivité du territoire, en même temps pouvoir avoir des loisirs, pour pouvoir s'installer en famille, avec des enfants, etc. Réduire un petit peu le temps de travail pour profiter un peu de cette qualité de vie dont ils parlent. Ils ne veulent plus travailler comme nous avons travaillé pendant des années avec des horaires qui étaient des horaires un petit peu au-delà des limites. Ce qui est un peu le reflet de la société en général. En général. J'ai une autre question qui me vient, c'est de dire, voilà, les médecins généralistes maintenant de plus en plus font des DU. Des diplômes universitaires pour se spécialiser, certains dans le vasculaire, certains dans d'autres domaines. Et finalement, est-ce que ça ne se fait pas au détriment de la médecine générale classique qu'on connaît? Les diplômes universitaires, ce sont des compléments en fait. On reste médecin généraliste de qualification. Donc on fait de la médecine générale. Ceux qui veulent sortir du cadre, ils perdront leur qualification en médecine générale au bout de 5 ans d'inactivité de médecin généraliste.
ce qui pourra poser problème pour la suite de la carrière du médecin en question. Après, on fait tous des DU qui nous permettent d'avoir un supplément d'activité, comme par exemple un DU sur l'échographie, qui nous permet de rentrer un petit peu plus dans le domaine technique, puisque les jeunes aussi aiment le domaine technique, les plateaux techniques. C'est vrai qu'en médecine générale, au départ, on n'a pas forcément de plateau technique, mais quand on a un électrocardiogramme, un échographe ou d'autres outils importants pour travailler sur les patients, ça ne pose aucun problème. On se forme, et une fois qu'on est formé, on obtient ce type d'éléments de travail qui est valorisant pour nous aussi. Très bien. Donc je me tourne vers vous, docteur Laurent Sacomano. Vous êtes donc à l'URPS, déjà vous allez nous expliquer ce que c'est et quelle est votre action sur le thème dont on parle aujourd'hui. Alors l'URPS, Union régionale des professionnels de santé, représente les 12 000 médecins libéraux du territoire. Donc on est une union, une association qui regroupe et qui représente l'ensemble de ces professionnels. L'Union régionale s'est impliquée sur tous les sujets que nous évoquons au quotidien dans l'exercice, et notamment de cet exercice coordonné qui fait partie vraiment des sujets majeurs. Parce que je crois qu'on a eu, ça a été dit tout à l'heure, une démographie qui s'est complètement inversée. C'est-à-dire que depuis 40 ans quasiment, nous avions un numerus clausus dans notre profession, qui a limité l'accession à la deuxième année d'étudiants qui voulaient s'engager en médecine. Et puis on a eu le départ de tous les professionnels qui avaient été formés jusque dans les années 80, donc on hérite de cette situation. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses changent. Le numerus clausus va être enlevé, on discute de cet exercice coordonné. Et il y a toute une sémantique qui change parce qu'effectivement aujourd'hui on parle vraiment de cet accès aux soins, de cette difficulté d'accès aux soins dans le premier recours, la médecine générale, mais globalement la difficulté d'accès aux soins on la retrouve dans toutes les professions de santé, y compris premier recours mais aussi deuxième recours, donc les spécialistes, et les délais de consultation s'allongent. Donc nous sommes là pour essayer de favoriser justement cette installation en médecine libérale, pour faire découvrir le monde libéral et inciter et donner envie aux jeunes internes d'envisager, de se projeter dans un exercice libéral. Alors justement, vous dites favoriser, mais concrètement, ça se détermine par quoi? Alors, on a plusieurs actions. Par exemple, l'Union régionale organise chaque année une journée intergénérationnelle qui permet de faire rencontrer les internes et les médecins qui sont déjà installés pour leur donner envie de découvrir cet exercice. On a de nombreux maîtres de stage qui sont aussi là pour faire découvrir au quotidien leur exercice de médecine générale aujourd'hui, mais demain de médecine de spécialité, pour là aussi faire en sorte que les étudiants qui sont aujourd'hui formés spécifiquement à l'hôpital puissent s'ouvrir vers le monde libéral et découvrent aussi, comme on l'a vu là sur Saint-Vallier-de-Thiers, des zones plus rurales, des zones un petit peu plus reculées, où ils pourraient avoir envie de s'installer. Très bien, écoutez, nous allons poursuivre dans notre enquête sur la désertification médicale et nous allons voir un reportage sur une maison de santé à Calisté, à Marseille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Château en Santé. Là, on est donc au Château en Santé. C'est à Caliste, donc c'est dans le 15e arrondissement de Marseille. Et on est au centre de la cité Caliste qui nous entoure, qui est une copropriété dégradée, qui est en plein projet de rénovation urbaine. Alors à la base, en fait, on est un groupe de jeunes professionnels de santé, mais pas que d'ailleurs, qui nous sommes réunis il y a déjà plus de 10 ans. Et ce qui nous réunissait, c'était vraiment le souhait d'avoir une nouvelle approche et de penser autrement la question de la santé. On a un fonctionnement un peu spécial, on est en fonctionnement horizontal. C'est-à-dire qu'on n'a pas de direction, ni de directeur ni de directrice, et du coup on prend les décisions de façon collégiale. Alors niveau salarié, on est 16 salariés avec donc principalement des médecins, une assistante sociale, 2 infirmiers, des accueillants qui font également de la médiation et de l'interprétariat, et 2 orthophonistes. L'idée de s'installer ici aussi, c'est de pouvoir permettre un accès à des soins primaires et un suivi de médecine générale coordonné aux patients d'ici. Malgré l'hôpital Nord qui est juste à côté, on rencontre des gens qui avaient vraiment beaucoup de mal jusqu'à maintenant à accéder à un médecin généraliste, d'autant que c'est un quartier qui est assez isolé du centre-ville. Les moyens de transport sont très limités, il y a très peu de gens qui ont des voitures. C'est un lieu qui est très escarpé et du coup, on est très proche d'une grande métropole, mais en termes d'accessibilité aux soins, il y a des endroits très proches de Marseille où c'est aussi compliqué qu'en campagne profonde d'accéder à des soins. On
n'estime pas être arrivé à faire quelque chose de complètement communautaire. Notre intention, en tout cas, dans ce projet, c'est de travailler vraiment avec les habitants autour de leur santé et d'être implanté dans un quartier, sur un territoire, et de faire partie intégrante du quartier. On ne voulait pas que ça fasse hôpital, donc on a essayé de garder un petit peu l'ambiance grande maison. On a une partie aussi d'activité qui est sur la question de la santé des femmes. On a 2 collègues qui sont médecins généralistes mais qui ont fait un DU de gynécologie et donc qui peuvent être amenés à suivre des grossesses, à proposer aux femmes des contraceptions, à poser des stérilés. L'intention de notre collectif, c'est de penser autrement la question de la santé, de la penser de manière beaucoup plus globale, de penser de manière beaucoup plus décloisonnée, de repenser et remettre en cause la question des pouvoirs dans la question du soin et de redonner notamment du pouvoir aux patients sur leur propre santé. Très intéressant ce reportage sur la maison Caliste. En tant que représentant de la région, vous devez être assez fier de ce genre de programme. Est-ce que pouvez-vous nous en dire? Est-ce qu'il y a d'autres programmes de ce type? Alors, d'abord, ça montre bien que le problème de la désertification médicale n'est pas qu'un problème rural. C'est aussi un problème urbain. Et notamment dans la ville de Marseille, dans certains quartiers de la ville de Marseille, comme dans la zone et la maison que nous venons de voir au travers de ce reportage, il y avait la nécessité effectivement de répondre aux besoins de la population et la région a accompagné. Mais pour prendre de manière plus globale l'action de la région en termes de désertification médicale, l'Assemblée plénière qui s'est tenue la semaine dernière a voté un kit de lutte contre les déserts médicaux qui permet donc de regrouper et de donner l'information aux différents acteurs, alors que ce soit les élus locaux ou les médecins ou d'autres professionnels de santé qui souhaitent s'organiser au travers notamment de maisons régionales de santé, d'avoir un certain nombre de possibilités, de démarches et de tiroirs pour pouvoir répondre à leurs difficultés. D'accord. Et au niveau on reste dans l'université, dans le département universitaire de médecine générale, quelle est votre action sur ce genre de choses? Alors, le département universitaire de médecine générale de Marseille a très bien compris les problématiques dans les difficultés et les difficultés dans les territoires. Et on a des maîtres de stage qui sont formés pour recevoir donc les internes en stage dans notre spécialité. Ces maîtres de stage, on en a dans tous les secteurs, dans tous les départements en question, et on a 360 maîtres de stage qui reçoivent des internes. Et ces maîtres de stage, on les forme d'autant plus dans les zones éloignées ou dans les zones d'intervention prioritaire ou les zones d'action complémentaire, puisque les internes à la base ne connaissent pas forcément ces régions-là, et le fait d'avoir des maîtres de stage qui sont formés dans ces régions-là, qui sont d'excellents pédagogues, ça permet aux internes de connaître un petit peu ce qui se passe en dehors de Marseille et de voir un petit peu la pratique de la médecine générale en zone éloignée et en zone de désertification médicale. Et en plus de ça, on fait maintenant des enseignements qui sont décentralisés. Donc les internes restent sur place, ils ne sont pas obligés de revenir sur Marseille pour... Car on les aide pour l'hébergement Alors ils ont des aides pour les hébergements, soit ils vont à l'internat de l'hôpital périphérique dans lequel ils sont proches, voilà. Ils ont aussi des aides qui sont apportées par les communes éventuellement. Et par la région? Par la région. Parce qu'il y a les bourses pour les internes de médecine générale qui correspondent effectivement aussi à ce besoin-là. Ah donc c'est important, c'est pas anecdotique. Et puis on fait des formations pour ces maîtres de stage aussi en décentralisé, ce qui fait que ça évite aux maîtres de stage qui se retrouvent, par exemple qui est dans le 04, de venir faire sa formation à Marseille. On lui fait sur place et donc c'est beaucoup mieux accepté. D'accord. Ouais. Docteur Sacomano, vous, à votre niveau, quand vous voyez ce reportage, où vous placez-vous? On est vraiment des accompagnateurs. Oui. Je crois que la chute, la démographie médicale fait qu'on est obligés, tous à notre niveau et tous les professionnels de santé, de s'organiser différemment. C'est-à-dire de faire mieux avec moins d'effectifs. Alors ça a un énorme avantage et on l'a vu dans le reportage, chacun va travailler de façon différente pour essayer de mutualiser des moyens, pour essayer de partager des compétences. Et l'URPS est là justement pour accompagner ce changement. Accompagner ce changement, ça veut dire former les gens, les professionnels de santé qui ont envie de s'impliquer dans un projet comme celui-là, à le structurer,
à le formaliser, à essayer de réfléchir et les aider à savoir comment ils peuvent travailler différemment, comment ils peuvent partager une information de façon différente, comment ils peuvent utiliser des outils informatiques, techniques qui vont leur permettre de prendre en charge leurs patients de façon plus rapide, d'échanger des informations pour que là aussi le parcours de soins et la fluidité du parcours soit mieux organisé. Donc on est là vraiment à chacune des étapes et nous aidons également, puisque là on parle surtout des maisons de santé régionales, mais il y a un certain nombre de maisons de santé qui se mettent en place et de communautés professionnelles territoriales de santé qui se mettent en place sans subvention directe et d'argent public, ou simplement les libéraux décident de se structurer et donc nous sommes là pour les accompagner vraiment sur toute la démarche pour permettre d'appliquer un projet de santé appliqué à un territoire et à des professionnels de santé qui sont motivés. Vous me facilitez la tâche parce que donc docteur Santi, je crois que vous avez un projet justement d'installation de maison médicale. Vous pouvez nous raconter? En effet, c'est bien cela. L'idée, ça serait de en créer d'ici 1 an, le temps de monter le projet, une maison de santé avec plusieurs professionnels dedans, avec aussi des spécialistes via des vacations dans cette maison de santé et un ensemble de professionnels, que ce soit des psychomotriciens, psychologues, diététiciens, pour créer une maison pluriprofessionnelle et travailler ensemble sur des patients communs, grâce aussi avec l'aide de plusieurs D'accord, et vous allez aussi par exemple demander des internes qui peuvent être intéressés pour venir? Comment ça se passe? Oui. Après, en effet, l'idée c'est de pouvoir être maître de stage par exemple pour faire venir des internes et de faire découvrir ces petites villes ou villages qui sont des zones un peu défavorisées en termes de médical, où il y a moins de médecins, et leur faire connaître en fait les avantages et ou inconvénients, il y en a toujours, de travailler dans des petits villages ou petites villes. D'accord. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui mérite quand même d'en discuter un petit peu, c'est la télémédecine, la téléconsultation, puisqu'on sait que la sécurité sociale aide les médecins libéraux, si je me trompe, à s'équiper. Quel est votre avis? Alors c'est vrai que quand on a fait des études de médecine, on n'est pas dans cette mouvance-là, on a besoin de toucher le patient, d'examiner, etc. C'est une nouvelle médecine et c'est intéressant d'avoir votre avis. Oui, je crois que c'est un des outils qui va sans doute apporter des solutions aux problèmes de démographie, aux problèmes de rendez-vous et de planning qui sont hyper chargés. Alors ça va dépendre des endroits. Je pense que Saint-Vallier-de-Thiers ou des endroits reculés pourront fonctionner avec de la télémédecine où un patient pourra se filmer pour que le médecin généraliste à son cabinet puisse directement l'examiner à distance. Alors bien sûr, il faut un cadre particulier parce qu'on ne peut pas toucher le patient, mais un certain nombre de situations cliniques peuvent tout à fait se gérer à distance. C'est le cas aussi pour les EHPAD. L'URPS a contribué à l'équipement dans certains EHPAD de fourniture d'iPad pour former également les professionnels de santé, infirmiers par exemple, intervenant dans les EHPAD, pardon, décidément, il y avait beaucoup le terme, pour pouvoir transmettre les informations à un médecin à distance et qui pouvait après fournir la prescription médicale. D'accord. Si je vous demande peut-être, professeur Lenotti, l'être devin, d'imaginer un petit peu l'avenir sur la désertification, comment voyez-vous? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va être de plus en plus difficile? Alors, on va y arriver pour différentes raisons. D'abord parce que ce qu'évoquait tout à l'heure M. Sacomano, de la conséquence du numerus clausus instauré en 1972 et qui va disparaître à la rentrée universitaire 2020, va faire que ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a plutôt inversé le flux et qu'on commence à avoir des promotions médicales relativement fournies. La deuxième chose, c'est qu'on peut l'évoquer au travers de la télémédecine, mais plus largement de l'apport du numérique dans l'activité médicale. Et il y a certes la télémédecine, il y a certes la e-santé, il y a l'intelligence artificielle. Oui. Il y a donc tout cet environnement-là qui aujourd'hui va être un élément d'évolution de la pratique médicale. Il y a enfin une vision peut-être un petit peu différente de la prise en charge des patients et des pathologies, qui ne se fera pas forcément uniquement par le médecin, mais plutôt par une chaîne de soins, dans la collaboration des professionnels de santé. Et la création depuis 1 an du diplôme d'État d'infirmière de pratique avancée est aussi un maillon supplémentaire qui arrive dans, finalement, une adaptation de la nouvelle prise en charge de la population en termes de santé, et donc de répondre aussi à travers ça aux attentes des plus jeunes. Eh bien, merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie à tous les 4 pour cette émission très intéressante. Et nous avons maintenant notre chronique Femme de santé, où nous allons parler d'initiatives originales justement pour lutter contre la
désertification, je suis arrivé à le dire. Les déserts médicaux sont un réel sujet. Les villages sont prêts à tout pour accueillir leurs futurs médecins de demain. Des campagnes sur Internet et sur les réseaux sociaux ont été lancées. Challenge, clip vidéo, médecin challenge. Les communes sont prêtes à tout pour accueillir leurs futurs médecins de demain. On peut citer même certaines communes qui ont fait des clips vidéo pour promouvoir leur village en s'inspirant de Mission Impossible ou des Dalton afin d'attirer l'œil des médias. La campagne de communication la plus récente s'est inspirée d'une émission de télé Recherche médecin de campagne désespérément. Mais la vraie question est, pourquoi la campagne, un endroit où on s'accorde à dire qu'il fait bon vivre, n'attire pas les médecins, une profession pourtant tant demandée? Les grandes villes et périphéries ont une offre de médecins alors que les villages sont en totale pénurie. On pourrait trouver des ressemblances avec la fable de La Fontaine, médecin des villes, médecin des champs. Est-ce que les médecins fraîchement diplômés, en soif d'exercer leur passion, n'ont pas un mauvais a priori sur la campagne? Il est vrai que lorsqu'on dit campagne, on imagine activité trop calme. Pourtant, la vie à la campagne apporte beaucoup d'avantages pour un médecin, et plus particulièrement pour les jeunes diplômés. Un cadre de vie idéal, propice à la vie de famille, avec des patients qui éprouvent une réelle sympathie pour leur docteur préféré. Détrompez-vous, un médecin de campagne gagne tout autant bien sa vie. Et les communes sont prêtes à tout pour les faire venir, sont prêtes même à offrir des avantages et à voir développer des projets. Et si au-delà d'exercer votre passion médicale, vous deveniez également le super-héros des villages, volant au secours de leurs habitants? Merci pour ces initiatives qui complètent un peu ce qu'on vient de dire. C'est la fin d'Atout Santé. Encore une fois, merci à tous. Merci aux téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. En attendant, vous pouvez visionner notre émission et toutes les autres émissions sur notre chaîne YouTube Atout Santé et adresser vos commentaires ou vos questions sur le Twitter ou sur le Facebook Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.